De Vancouver, en Colombie-Britannique, salutations à vous tous, francophones, francophiles et franco-gourmands, disséminés partout sur notre belle planète bleue. Bienvenue dans notre émission appétissante qui a pour titre « On n'est pas sorti de l'auberge à Vancouver ». Je m'appelle Francis Redé et je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour cette émission consacrée à Vancouver et à la Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest du Canada, qui est bordée tout au long par la côte du Pacifique. Bienvenue à notre émission qui est une émission de radio. Sachez-le, c'est une émission de radio. Oui, c'est une émission qui est diffusée chaque semaine à la radio de Radio-Canada et qui s'intéresse intensément à la chose alimentaire et dont le nom est effectivement « On n'est pas sorti de l'auberge » parce que c'est un sujet infini. Aujourd'hui, exceptionnellement, des caméras captent notre émission pour ce grand tour de la francophonie, ce grand tour du monde. Et on va s'intéresser à Vancouver à travers, je dirais, le prisme d'Épicure, le prisme de Rabelais, le prisme d'Escoffier. On va parler d'alimentation. Mais avant de vous présenter mes convives et ce qu'il y a sur la table, je vais d'abord vous parler un petit peu de la francophonie ici. Sachez que c'est une région qui est à 71% anglophone. Cela dit, il y a près de 200 ans, on prétend, et je pense que c'est vrai, que ici, il y avait une majorité de personnes qui parlaient la langue française, puisqu'il y avait évidemment la traite de fourrure. On évoque même le fait qu'ici, grâce à ce fait français, on a évité de se retrouver, je dirais, arrondi, englobé par l'univers américain, donc on n'est pas devenu un État américain, on est resté francophone. Cela dit, immédiatement après, il y a eu la ruée vers l'or et dès ce moment, la chose francophone a perdu beaucoup je dirais, de présence ici, mais dans une population d'environ 4 500 000 personnes, dans la Colombie-Britannique, il y a à peu près 60 000 francophones, 300 000 personnes parlent français et c'est la deuxième région au pays où le taux de croissance de gens qui parlent français est le plus élevé. C'était donc l'esprit francophone de la langue et maintenant, allons-y voir avec ce qu'il y a sur la table, allons-y voir avec les invités. D'abord, je vous présente mes deux complices à chaque semaine à mon émission. Elle, cette femme, elle est, je dirais, très présente dans l'univers des communications, l'univers des arts, depuis, je dirais, Lurette Belle, Chantal Lamarre. Bonjour Chantal, bonjour, vous la connaissez évidemment. Bonjour Vancouver. Ouais. Bonjour. Chantal, tu as une curiosité, je dirais, unique. Et donc, tu es parti avec un petit, aujourd'hui, ou cette semaine, tu es parti avec un petit... Un petit panier pour aller faire un marché au Granville Island Public Market. Ouais. Un plaisir de tous les sens, la rencontre de la pureté, de l'abondance, de la qualité et de la diversité. On va en parler tantôt. Il est là, le panier, pour vrai? Il est là, le panier. Je veux le voir, le panier. Tu veux le voir, oui. Es-tu très loin? Non. Je crois donc, Voici mon petit panier. Ah, ben c'est un vrai panier. OK, on va voir ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Mon autre complice, je l'appelle, lui, c'est Daniel Vézina. Bonjour, Daniel. Bonjour, Francis. Bonjour, bonjour. Daniel, grand chef cuisinier qui est installé à Québec et à Montréal, les restaurants Laurie Raphaël. Daniel, aujourd'hui, tu as une lourde responsabilité. Tu as à nous parler de poissons, de fruits de mer et entre autres de ce poisson sauvage qui fait rêver, je pense, toute la planète. C'est très rare qu'on puisse déguster du poisson sauvage sur la planète et c'est ça, tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Écoute, le saumon du Pacifique, c'est un saumon qui est absolument extraordinaire, un poisson qui est très maigre. Et c'est drôle parce que j'ai passé un peu de temps en Colombie-Britannique cet été et j'ai découvert des choses extraordinaires, des grottes de glace. J'ai découvert j'ai fait des pique-niques en haut de montagnes, j'ai fait plein de choses. Mais la chose qui m'intéresse le plus, qui m'a impressionné le plus, c'est les arbres. La grosseur des arbres en Colombie-Britannique, c'est énorme, là, les épinettes de Sitka, là, c'est des gratte-ciels dans les forêts. Et il y a un chercheur de l'Université de Victoria qui aurait fait un lien entre la grandeur de ces arbres-là et le saumon. N'en dis pas plus. On va voir la suite tantôt. Et maintenant, autour de la table, montre ce que tu as. Premièrement, c'est un saumon. Lequel c'est? Ici, c'est un saumon socaille. Le socaille. Oui, on a socaille ici. On a les belles crevettes, on appelle les spot prawns. Qui sont vivantes? Les crevettes tachetées, qui sont vivantes. Rare qu'on a ça au pays. Non, c'est quelque chose qu'on trouve bien ici à différentes périodes de la saison. OK, d'accord. Puis on a aussi les huîtres, on a les couchis, puis on a les Dunnon Bay, on a des huîtres. Puis on a une petite surprise pour toi un peu plus tard. D'accord.
On poursuit avec J.C. Poirier, chef. Joël Watanabe, chef à Vancouver. Bonjour, messieurs, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. Oui, alors donc, il y a des chefs qui occupent une place très importante ici. Il y a des chefs qui ont marqué, des chefs français. Et là, c'est une nouvelle génération de chefs avec des origines francophones des deux. Joël, on peut dire que c'est assez large comme spectre. Tu es à la fois canadien-français, à la fois corse, italien et japonais. Ouais. J.C. Poirier, toi? Québécois. 100% pur. 100% pur, d'accord. Alors, deux assiettes qui vous représentent. J.C. Poirier, l'assiette au restaurant que tu sers, qu'est-ce que c'est? On fait beaucoup de charcuterie au restaurant Saint-Lawrence, donc les crotons. Tout le monde commence avec des crotons maison. Ouais. Des pâtés en croûte, des œufs en gelée, des jambons, des choses qui représentent bien la cuisine française. Ah, on en parle tout à l'heure. Joël, cette assiette, qu'est-ce qu'il y a devant qui représente un peu, c'est que un restaurant Kisatanto, peut-être? Oui, c'est un resto japonais-italien. Alors, j'ai fait une petite salade de tomates avec fiore di latte, le fromage frais mozzarella, des melons de chez nous, des concombres japonais, puis une petite sauce amande curry japonais. Bon, ben on arrête l'émission là, puis on va déguster maintenant. C'est ça qu'on a le goût de faire, finalement. Autour de la table aussi, deux vins qui proviennent du vignoble de l'Okanagan, parce qu'on est un grand producteur de vins, pas en volume, mais en qualité ici, en Colombie-Britannique. Séverine Pinte, du vignoble Le Vieux Pin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de se déplacer, parce qu'on est vraiment en période de vendange, là-bas. Ah oui, on a commencé depuis le 31 août. On a commencé à vendanger. On a fait des sauvignons blancs, des muscats. Et aujourd'hui, ils travaillent, ils font du merlot. Donc, Puis tu es ici avec nous. Et je suis ici. Incroyable. On s'en parle tout à l'heure. Et Vancouver, c'est aussi inévitablement l'Asie. Raymond Lins, bonjour. Bonjour. Raymond, tu vas nous amener faire découvrir un marché qui est dans la ville de Vancouver, un marché de nuit qui représente peut-être la folie asiatique dans le sens positif du terme, parce qu'il y a beaucoup de créativité culinaire là-bas. Tout à fait. Non, mais c'est un endroit pour les fusions culturelles qu'on se trouve, pas juste les Asiatiques, mais justement aussi des gens qui viennent partout dans le monde, en fait. Et c'est l'endroit de rassemblement social pour beaucoup de cultures. Évidemment, on en parle tout à l'heure. Mais là j'ai envie qu'on puisse visualiser, imaginer la Colombie-Britannique avec vous. J'aimerais connaître votre lieu chouchou, ce qui évoque pour vous la Colombie-Britannique plus particulièrement. J.C. Poirier, pour toi. Si on parle de Vancouver tel quel, pour moi, Stanley Park a vraiment m'a ouvert les yeux. La combinaison de l'océan et des montagnes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Joël, pour toi, lieu chouchou? Pour moi, Vancouver, c'est la plage, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place en monde où tu peux t'écraser sur la plage puis voir les montagnes avec la neige. Tu peux aller skier et être sur la plage dans la même journée. Ouais. Oh bon, ça y est, c'est ça. Faites-nous rêver. Séverine Pinte? Moi, quand je suis arrivée, c'est l'importance de la nature et ces grands arbres, ces immensités. Et quand on arrive dans la vallée de l'Okanagan, on croise ces immenses forêts, et on arrive et c'est un désert. Et on voit ces lacs et pour moi, c'est magique. Alors, je retiens, on va en parler tantôt, le mot désert. C'est un désert. Pour toi, Raymond Lins? Pour moi, c'est plutôt le vallée des Fraser, parce que c'est là où on trouve tous les producteurs de tous les produits. Même les viandes, toutes sortes des fruits, des légumes. Et on se trouve tout ça dans un endroit où il y a la période plus longue de l'année de tout pays. Et voilà. Ça y est, j'espère que vous avez visualisé la Colombie-Britannique. Si vous séjournez à Vancouver, vous allez avoir envie de déguster à travers les tables, à travers l'art culinaire. Il y a des grands chefs ici. Il y en a un qui s'appelle David Hawksworth, qui marque présentement la scène culinaire. Il y a un homme qui s'appelle Vikram Vijay, qui est d'origine indienne, qui est reconnu ici. Les gens se rendent, vont découvrir. Et il y a toute cette génération vivante, jeune, et ça passe beaucoup présentement par Joël Watanabe, J.C. Poirier. Les deux ont été nommés chef de l'année, je pense, cette année, en 2017. J.C. Poirier est eu restaurant de l'année il y a 2 ans, peut-être avec le Asfo Luigi. Oui. Ben voilà, exactement. Donc, j'ai envie de, pour vous, là, quand vous avez décidé de venir vous installer ici, parce que ça fait à peu près 12 ou 13 ans, les deux, que vous êtes ici. Effectivement. JC, tu es parti de la province de Québec. C'est en 2004. Joël, toi, tu es parti de quel endroit pour venir t'installer ici? De Montréal, 2005, je crois. Ouais. Et, ouais.
pour 1 an. Oui, ça fait combien de temps, là? C'est ça, merci beaucoup. Parce qu'on est en 2017, je vous rappelle. OK, curiosité. Quand on est ici, la Colombie-Britannique, c'est un grand jardin. Je dirais jardin d'Éden. Tout pousse. C'est luxuriant. Les fruits sont exceptionnels. Je n'ai qu'à vous présenter ce plat de pêche. Chantal, tu les as vus, tu allé les La chercher variété toi de aussi. donuts, oui. Oui. Oui, mais on peut même cueillir des fruits en marchant dans le parc Stanley. C'est complètement fou. C'est ça, c'est magique. Alors, quand on a des produits, et de la mer aussi, fantastique, est-ce que lorsqu'on est chef, qu'on veut créer, il n'y a pas cette pression d'être à la hauteur des produits? Est-ce que c'est un défi? Parce Parce que quand on a des produits de qualité comme ça, le produit parle par lui-même. Donc, on a le moins de travail possible, mieux le plat va être. C'est un plaisir. Hein. Je dirais, oui, mais on évoque souvent que la cuisine italienne, c'est ça, c'est de prendre le produit puis de ne pas trop le transformer. Donc, est-ce que l'Italie nous inspire dans la façon de travailler les produits ici, pas en faisant des recettes de cuisine italienne, mais en restant simple, Joël? Oui, mais c'est sûr, hein. C'est ça la cuisine italienne ou la cuisine japonaise, parce que c'est simple, c'est... une cuisine de produits. Oui, c'est ça. Le produit, c'est la même philosophie. Ouais. Et de là pourquoi le restaurant Joël italien, japonais, on fait le saut, on dit, oh mon Dieu, c'est quoi cet accord-là? Mais ça fait du sens. Le restaurant Kisatanto, et j'ai lu que le mot fusion, ça ne t'aime pas ça. C'est pas de la cuisine fusion italienne-japonaise, c'est quoi? C'est le mariage? Les deux sont présents distinctement? Oui, on fait pas forcer deux cuisines ensemble. On prend une idée, puis soit que c'est plutôt japonais ou plutôt italien, on met des petites touches, mais c'est vraiment pas forcé des deux affaires. C'est de la création pure avec des inspirations. Ouais. Est-ce que les chefs ici ont une reconnaissance à la base de la part de la population ou il y a encore un travail à faire pour cette reconnaissance-là? Il y a toujours du travail. On peut toujours s'améliorer. Ouais. Mais la relation entre les fermiers, les fermes et puis les chefs, c'est là. Elle est présente. C'est quand même un bout de temps aussi. Hein, depuis, je pense, le marché Granville existe depuis le début des années 80. Ouais. Donc, il y avait un mouvement local à l'époque déjà qui s'installait. Le marché Granville, qui est le marché, je dirais, qui est le plus connu, sauf qu'il y a plein de petits marchés artisans, un peu marchés dans les quartiers de Vancouver, dans les villes environnantes. Ouais. Mais le marché Granville, c'est là où on a tout, finalement. On a à peu près tout. Exactement. Parce que le marché local, ici, c'est important, je pense, pour aussi le... C'est important pour les gens de Vancouver, oui. Ouais. J.C. Poirier, tu viens d'ouvrir un restaurant qui s'appelle le St. Lawrence, qui pourrait s'appeler le Saint-Laurent. Ça évoque le fleuve Saint-Laurent qui est à l'est du pays. Ta cuisine, l'esprit, la tradition francophone, tu l'as maintenant installée dans ce restaurant-là. Oui, j'ai la cuisine française, c'est un peu un retour aux sources pour moi. J'ai d'autres restaurants, mais j'ai un restaurant italien. J'aime beaucoup la cuisine italienne, j'aime beaucoup la cuisine japonaise, mais je suis canadien-français. Donc, je reviens aux sources et représenter la cuisine française comme il se faisait il y a 50 ans, les choses qui sont un peu plus techniques, les pâtés, les sauces dans les plats, un peu que je trouve que les jeunes chefs ont un peu oublié ça. Les bases sont beaucoup là. Les bases sont beaucoup là. Puis, il n'y a plus de base. Puis la cuisine française, ce que je trouve extraordinaire, c'est une école du goût. Dans le sens où tu suis une recette de A à Z, puis il faut que ça goûte ça à la fin. Et quand tu apprends à cuisiner avec tes bases, avec des recettes classiques, tu deviens un cuisinier solide. Mais en même temps, Joël Watanabe, qui travaille la cuisine avec une pensée asiatique, c'est deux mondes qui sont totalement différents. Oui, mais deux façons de travailler les produits totalement différentes. Oui, mais j'ai fait la cuisine aux bases françaises pendant une quinzaine d'années. Tu sais, j'ai vraiment fait ma formation à Montréal. Alors, à quel endroit? Tout partout. Hein. 15 ans, 15 restaurants. Ouais. Et donc, si on va à ton restaurant, on va vraiment pressentir, on va pouvoir percevoir ce que tu es dans la globalité, tout le passé. Oui. Je crois que oui. Ouais. Moi, je trouve personnellement que ça vient surtout du chef. Donc, quand on goûte un plat, on sait que c'est Joël. Et j'espère que si on goûte un plat, on sait que c'est JC. Ouais. Alors, JC Poirier, Joël Watanabe, Joël du restaurant Kisatanto et l'autre restaurant qui est de là depuis 2010, je pense. Bao Bay. Et toi, JC, évidemment, le St. Lawrence et l'autre restaurant, le Ask for Luigi. Et là, j'ose le dire, j'ai déjà goûté ces cuisines au Ask for Luigi. Les pâtes, je me lève.
Incroyable. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Bien gentil. Merci. 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 Il y a l'infiniment grand en Colombie-Britannique, mais je dirais que c'est cette espèce de combat entre l'infiniment petit, le désir de bien faire, le travail de précision. Et pour vous donner un exemple, il y a une région qui s'appelle la vallée de Cowichan, qui est sur l'île de Vancouver. L'île de Vancouver, c'est entre Vancouver et l'océan Pacifique. C'est la plus grande île sur le Pacifique en Amérique du Nord. Elle a, je pense, 350 km. C'est plus grand que la Belgique, pour donner une idée. Et il y a une petite région, vallée de Cowichan. Et là, des petits producteurs, avec cet esprit slow food, mise en valeur du produit, du respect du producteur, le désir de bien faire, l'entraide, le sens communautaire. Et j'ai fait une rencontre avec Jean-Nicolas Choquette, qui lui est responsable d'une petite ferme, Fairburn, qui est dans la vallée de Cowichan et qui élève des bufflonnes, ce qui est plutôt rare, des bufflonnes ici en Amérique du Nord. Alors voici donc ce petit parcours avec Jean-Nicolas Choquette sur l'île de Vancouver où se trouve Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. C'est à bord d'un traversier qui circule entre les îles que déjà l'œil et les sens se rejoignent. Ce court sentier marin prend à peine 2 heures et nous mène à Victoria, la capitale. Premier arrêt obligé, l'hôtel Empress, reconnu pour la tradition anglaise du 4 o'clock tea, l'heure du thé. Je poursuis ma route vers la vallée de Cowichan, éblouie par une végétation luxuriante, démesurée, si luxuriante que l'emblème du Canada, la feuille d'érable, prend ici des proportions surprenantes. Pour enfin arriver à Duncan, la ville des totems, le territoire de la nation Cowichan, d'où le nom de la vallée. Et c'est là que se trouve la ferme Fairburn, où m'a accueilli Jean-Nicolas Choquette. Jean-Nicolas Choquette, j'ai entendu dire que la vallée de Cowichan, c'est un peu la Provence du Canada. Est-ce que ça tient la route? Ça tient la route. Ça tient la route. Ouais? Oui. Là, j'ai fouiné rapidement et petit détail qui me donne à croire, qui laisse croire que peut-être il y a un petit côté petite Provence. Oui. C'est voulu, c'est pour en faire de la publicité, pour dire qu'il y a quelque chose qui ressemble vraiment à la Provence où on met le nez dedans. En fait, c'est une plante qui pousse très bien ici. C'est vrai? La lavande adore la vallée. La chaleur, l'été sec. Puis l'autre aspect, qui là, écoute, j'ai l'impression vraiment d'être là, mais c'est incroyable, ça fait rêver. C'est un figuier. Oui, un figuier, oui. Et il y a plein de figues. Et lorsqu'on regarde ces vallées, ces espaces incroyables avec la montagne au loin, ça sent aussi la Provence. Ton épouse, ton fils, est-ce qu'eux ont embarqué dans l'aventure? C'était un choix personnel, ma femme et moi. Ouais. Puis Victor, lui, est né et a grandi là-dedans. Il est responsable Victor s'occupe des à veaux. 15 ans? Oui, il s'occupe des veaux, nourrir les veaux, il fait la traite plusieurs fois par semaine. On élève la bufflonne. Alors, ils ont importé un troupeau de l'Europe, de la Bulgarie. Qu'est-ce que ça veut dire, Cowichan? Cowichan, ça vient du langage autochtone et ça veut dire la vallée du soleil. Il fait plus chaud ici qu'à Vancouver? Il fait plus chaud ici qu'à Vancouver. C'est plusieurs degrés plus élevé parce qu'on n'a pas l'effet de la mer. Il y a des endroits que je veux découvrir avec toi dans la vallée de Cowichan. Allons nous promener. Jean-Nicolas, on est dans un lieu qui met en lumière clairement tout l'aspect communautaire de la vallée de Cowichan. Oui, ils ont vraiment construit ici quelque chose pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès à l'agriculture, donc des petits allotements que chacun peut avoir son propre jardin. Et là, tu as la possibilité de faire pousser ce que tu veux. Alors, les tomates, c'est clair. J'ai vu la tomate noire. Oui, oui, C'est intéressant. fantastique. Oui. Des gens peuvent travailler ici ayant pas nécessairement toutes les habiletés de la vie, et tout est fait pour qu'ils puissent vivre en harmonie ici. En harmonie, se sentir en sécurité et se sentir inclus et utile. La vallée de Cowichan, est-ce qu'on peut peut-être dire que c'est le seul endroit au Canada, ou presque le seul endroit, où on peut imaginer cultiver des choses 12 mois par année? C'est l'impression que j'ai parce que la température est plus constante à l'année.
la région est aussi une région viticole. Oui. On fait pousser toutes sortes de raisins, dont du pinot noir, dont le auxerrois, et on élabore des vinaigres que l'on pourrait nommer balsamiques. On n'est pas moderne, mais c'est vraiment la même façon d'élaborer des vinaigres balsamiques qu'à Modène en Italie. Absolument, la même technique, la même tradition qu'il utilise, parce que lui, le propriétaire, Giordano, vient de là. Alors, il y a ça dans son background. That's a lifetime, basically. On fait pousser du thé Camellia sinensis. Oui, absolument. Mais c'est une chose impossible C'est une au chose Canada. impossible. Et ça leur a pris plusieurs essais. Et là, ils ont un résultat assez intéressant. Ça fait partie de la vallée de la Cochin. Ouais. C'est un autre endroit qui s'appelle Deer Home, qui est un endroit un petit peu plus fermé. Donc, c'est un peu plus chaud. Et puis, il y a des pentes. Alors, ils ont pu cuisiner en terrassement. Est-ce que tu as goûté au thé? Oui, oui, oui. oui. Et alors? C'est bien, c'est très bien. Un thé canadien? Un thé canadien. Jean-Nicolas, ce qu'il y a de magique pour ce petit déjeuner qui conclut ce moment avec toi, si je regarde cette table, on ne pouvait pas imaginer ça il y a 50 ans au Canada. Le raisin, il n'y en avait pas au Canada. La figue, clairement, il n'y en avait pas au Canada. Juste ça, déjà, ça donne une indication de l'évolution des choses. Oui, bien sûr. Là, chaque fois que tu mets quelque chose dans une assiette, tu dis est-ce que c'est est-ce que c'est de la vallée de Cowichan? Ce lait-là, c'est d'où lui? De l'île. De l'île. De l'île. Le yogourt vient de ce Tree Island Yogurt qui est fait sur l'île aussi. Ah oui. Avec du lait de vache qui est sur pâturage. Donc, un peu plus crémeux. Ouais. Très Ah délicieux. oui, texture. Wow. La question se pose toujours. Est-ce que c'est ici, la Provence du Canada? Ça se clarifie de plus en plus. Ouais. Oh, c'est bon. Oh, regarde ça. Vous avez des œufs de Lepéon, les légumes de le jardin et le saumon candy Oui. qui est fait ici avec le saumon sauvage. Bon appétit. Bon appétit. Ici, on a les tomates du jardin et avec le mozzarella de buffalo d'ici. C'est vraiment l'autonomie alimentaire dans un décor incroyable, dans un climat qui est trop beau. Le seul problème, c'est que si la planète voit trop la vallée de Cowichan, la planète va venir ici. Mais c'est loin, on est protégé. Plaisir. Dans cette petite ferme, cette petit vignoble de Venturi Schulze, il y a ceci. Et il évoque le fait qu'il représente la terre de l'Est en Ouest, puisque c'est le vinaigre balsamique de la région, mais il a utilisé le sirop d'érable pour en ajouter un peu. Vous l'avez dans votre petit verre. Et donc, c'est comme goûter le pays d'Est en Ouest à travers ce petit vinaigre balsamique. C'est un produit magnifique. Séverine Payne? Ah, Ah, Très bon. c'est très, très bon. Très bon. ça sur une crème glacée, là. Ah oui. Une crème glacée. Ah, il y a une belle... Vous avez aimé ça, je pense? Oui. Je pense qu'ils ont aimé, c'est ça. Et là, il y a dans cette région, évidemment, un blé qui s'appelle le Red Fife. J'ai envie d'en parler rapidement parce qu'on voit un pain qui est à partir de ce blé-là. C'est cette farine et c'est le plus ancien blé du Canada, qui est un peu à l'origine du blé marquis. Alors, le Red Fife, c'est extraordinaire qu'on a réussi à le sauver, à le sauvegarder. Et on travaille à cette boulangerie sur l'île de Vancouver. Il avait disparu et on l'a. Et c'était vraiment, il était vraiment en dessous de la nappe. là. Il était au loin, c'est ça. Et une personne a retrouvé, puis ça se remet en vie. On poursuit avec Chantal Lamarre. Chantal qui est allée au marché Granville, est allée se promener. C'est un grand défi qu'on t'a donné parce qu'il y a beaucoup de produits. Sortie d'exception, grand bonheur. Voilà, je vous présente panier. le contenu de mon petit panier. Notre chaperon, Oui, Lamarre. C'était moi le petit chaperon. Bon, tout d'abord, là, parce que ça a été servi un peu devant vous. Oui.
vous allez avoir ici une dégustation du fameux Granville Island, le Junmai Nama Genshu, le saké produit ici, le premier saké qu'on produit ici. Et ils ont aussi un comptoir où tu peux déguster, avoir un petit accord saké et quelques mets, dont une crème glacée qui est faite avec les résidus de saké et du gingembre qui est... tu as goûté, Daniel? Du riz, voilà. C'est comme la moue du raisin, c'est la moue de riz, puis ils font la glace avec ça, c'est fabuleux. Et là, je vous rappelle qu'on est au Canada, en Colombie-Britannique, et donc le saké demande le riz, et ils ont réussi à faire vivre une rizière ici au pays. Alors, ça quand même. Un saké très doux. Je crois que celui-là, avec l'étiquette noire, est celui qui convient mieux au mariage avec les viandes, mais ils ont même une méthode champenoise. Ils ont un saké pétillant. Très doux. Alors, c'est très doux. Ça se voit bien, Daniel. Très bien. Alors, ce saké, oui, voilà. Avec le riz. Le riz produit ici. C'est le BC Rice et c'est ça. On y est presque. On a réussi à cultiver le riz. C'est quand même merveilleux. C'est merveilleux. C'est étonnant. Ils ont plusieurs variétés de riz, voilà. Et quand on sait tout le travail, hein, Chantal, tout le travail que ça prend pour faire du riz, là, c'est exceptionnel. Ouais. Et il fallait avoir une vision et être poète aussi, je trouve, en même temps. Clairement. Beaucoup de poésie ici. Beaucoup de poésie. Beaucoup le plan d'alimentation. Bon, alors allons-y avec quelque chose qui est surprenant parce que cette ail-là est produite à Vancouver et devient l'ail noir. L'ail noir, je trouve que c'est le condiment de choix du moment, là, depuis 2010 à peu près, c'est d'origine coréenne. L'ail noir, c'est un ail fermenté. C'est de l'ail qu'on va réussir à caraméliser, en quelque sorte, en le cuisant dans l'eau de mer à très basse température. Ça peut être 2 ou 3 semaines. Et qu'est-ce que ça, il y a un lien balsamique et l'ail noir, il y a quelque chose qui se ressemble. Alors, quand l'ail noir est prêt, il devient sensiblement avec la même texture qu'un pruneau et dégage une odeur. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? L'umami, un peu, c'est ça, de licorice, un fond de réglisse et de vinaigre balsamique. Maintenant, il y a des chefs à table parce que moi, j'y goûte. On peut le manger comme ça sur du pain. En plus, c'est un allicament de choix. C'est plein de vertus. Mais moi, il me reste à savoir comment je l'utiliserais, moi, là, en néophyte. Qu'est-ce que je pourrais cuisiner facilement avec ça? Je peux faire n'importe quoi avec, faire des sauces, de la soupe. Dans les sauces, dans les vinaigrettes. On peut... Ça donne vraiment un goût particulier. Hein? C'est vraiment très particulier. C'est très savoureux. Dans les sauces, c'est... Mais l'important, c'est de ne pas le faire cuire après. Je pense qu'il ne faut pas qu'il soit chauffé trop. J'irais même jusqu'à le mettre dans un tartare de bœuf. Ça y est. En petits morceaux? Oui, en petite quantité, bien sûr. Tu peux faire une crème avec assez facilement, hein, quand tu l'écrases. Il vient en crème assez rapidement, puis tu l'incorpores à tes vinaigrettes, à tes sauces. Alors, on poursuit peut-être avec ceci, Chantal, parce que c'est incroyable. Aussi, on a décidé, tant qu'à faire, il fallait comme produire le wasabi ici. Alors, on a réussi à faire pousser le wasabi d'une façon moins différente. Là, je crois que c'est une technique. C'est en serre. En serre. Et voilà, une fois qu'on a la petite pousse de wasabi, il y a cette râpe qui est un instrument qui peut ressembler à une râpe qu'on utiliserait pour le gingembre ou l'ail, par exemple. Alors, on frotte ici la pousse de wasabi, on va extraire l'eau et façonner une pâte. Et, ma foi, c'est assez loin du produit, le condiment. C'est complètement différent de cette poudre. C'est une poudre qui est toujours à base de réfort, tandis que là, c'est vraiment... Non, c'est le wasabi pur, et puis c'est des arômes. Il y a un restaurant à Vancouver japonais qui s'appelle Masayoshi. Oui. Et le gars, il fait les meilleurs sushis, moi, que j'ai mangé ici au Canada, là, sur le continent. Et il met toujours un peu de wasabi râpé sur son riz. Quand il fait des sashimi, puis après ça, il met son poisson par-dessus, puis il prend son pinceau, il met un peu de soya. Tu mets ça en bouche, là, c'est une merveille. Alors, dernière chose, Chantal, parce que c'est très loin de nous, là, c'est au bout de la table là-bas, les murs. Signature de la Colombie-Britannique, des murs, il y en a partout, et sont gigantesques. Elles sont gigantesques. La texture aussi est différente. C'est comme si ça éclate en bouche, un petit caviar fruité. C'est une pure merveille. Finger lime qu'on appelle. Oui. C'est fantastique. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Il y a tellement autre chose. Il y avait tellement autre chose. Par exemple, la dernière chose, ça, dans Canada Edible, c'est du almond brittle. C'est du croquant aux amandes fait avec du beurre et c'est le produit qui est le plus commandé. C'est souvent en rupture de stock. Mais faut que je parle de la traduction ici parce qu'on l'appelle du crissemente d'amande. Alors, oui.
Je vous laisse là-dessus. Sévérine peinte, Oui. regarde tout ça, ben, elle est toujours plus dans son vignoble. Fait qu'elle n'a jamais l'occasion de voir tout ça. Puis là, elle regarde, elle dit j'en veux, j'en veux, j'en veux. On va écouter. D'accord, très Je peux bien. vous parler des petits melons qui poussent magnifiques ici. Il y a la fleur de sel. La fleur de sel. C'est sans Spring Island, ça. Oui, Oui, exactement. oui. Ça, c'est une Oui, idée la fabuleuse. fille Hein? d'un C'est une chef, île au c'est trésor, fabuleux. ça. Hein? Oui, Et l'île au maintenant, il y a trésor. des sels aromatisés. C'est fabuleux. Merci Chantal Ça me fait Lamar. plaisir. Merci. 5 heures de route pour se rendre dans la vallée de l'Okanagan. L'Okanagan, c'est un lac, le lac Okanagan, qui a environ plus que 100 km de long, très profond. Autour de ce lac, ce sont des coteaux. Si on pense au Languedoc, il y a les coteaux du Languedoc, ce sont des coteaux qui font le pourtour de ce lac. Et c'est une région fantastique. Les gens de Vancouver veulent toujours s'y rendre. Avant, c'était beaucoup pour les fruits, les pêches, les nectarines, tous ces fruits à noyaux. Maintenant, c'est le vin. Sévérine Pain, du domaine du vignoble du Vieux Pin. Tu élabores ces vins. Qu'est-ce qu'il y a de magique et de particulier dans cette vallée de l'Okanagan, outre son lac? Alors l'Okanagan, c'est une vallée qui est orientée donc nord-sud, très étroite. Et la première fois que j'ai quitté la France pour venir dans l'Okanagan, on m'a dit tu vas arrêter de faire du vin. Et j'ai dit bah non, je continue. J'ai dit bah non, il n'y a pas de vin au Canada. Si. Et en fait, c'est une vallée c'est un désert, donc il fait très chaud. Mais grâce au lac, on peut irriguer, et grâce à l'irrigation, on arrive à créer un climat favorable à la culture de la vigne. Et avec les événements géologiques qui ont eu lieu au travers des années, on a des terroirs magnifiques qui sont complètement différents du nord au sud. Et on arrive à avoir des typicités complètement différentes et des expressions de cépages avec de la fleur, des tanins très structurés ou alors plus soyeux. Et vraiment, on arrive à un peu comme on a une palette, comme un peintre avec différentes couleurs. Et moi, je suis la même chose dans la cave avec tous mes arômes et essayer de faire des assemblages. Et c'est quelque chose de fabuleux. Alors, je vous invite à goûter. Choisissez le blanc ou le rouge que vous voulez pour que je puisse continuer. Moi, Sévérine, tu as évoqué le mot désert. C'est vraiment considéré comme étant un désert. Ah oui, là, on n'a pas eu de pluie depuis le mois de mai et on a eu 3 gouttes dans l'Okanagan avant-hier. Donc vraiment, s'il n'y avait pas l'irrigation, on ne pourrait pas faire pousser la vigne, à part certains endroits, mais c'est vraiment anecdotique. Et donc je rejoins un peu ce sentiment d'avoir des produits frais, des produits de qualité, parce qu'en fait, dans l'Okanagan, c'est ce qu'on recherche le plus. Si on n'a pas de bons raisins, on ne pourra pas faire de bons vins. Clairement. Et avec le climat qu'on a, et alors donc c'est un challenge parce que chaque année le climat est différent, les années se ressemblent. Ça fait 7 ans que je fais du vin là-bas et on n'a jamais eu la même année. Mais on arrive en adaptant les techniques culturelles, en adaptant plus ou moins des feuillages, l'exposition des baies et tout ça, on arrive à obtenir chaque année quelque chose d'unique et là vous avez dans le blanc, donc c'est l'assemblage de Viognier, Roussanne, Marsanne. Ouais. Ça s'appelle Ava. Alors, cépage encore qu'on en reconnaît bien, le Viognier, on est dans les Côtes-du-Rhône. Voilà, c'est ça. Donc, qui serait le Condrieu si c'était un vin français. Alors, on fait pousser Roussanne, Marsanne aussi, on est dans le sud de la France. Voilà, donc en fait, on est dans le sud de l'Okanagan. Donc, on est vraiment là, les raisins, ils poussent à peu près à 20 km de la frontière, avec la frontière sud, donc avec les États-Unis. C'est au Soyuz qui est là, hein? Voilà, au Soyuz Oliver. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, c'est la caractéristique qui ressort grâce à ce côté, ce terroir de sable un petit peu. On a vraiment toujours eu un côté très élégant. Parfois, le Viognier, dans les Côtes-du-Rhône sud, des fois, c'est un peu lourd. C'est très bon, mais c'est un petit peu lourd. Là, ici, on arrive à avoir quelque chose de très élégant, de féminin, de souplesse, floral. Et avec une bonne longueur en bouche, un bon volume. Ouais. Et vraiment, donc... moi, ça fait 7 ans que je suis ici et à chaque année, je découvre, je suis émerveillée devant la qualité des produits qui arrivent. Quand on pense aux pays du Nouveau Monde, on en est un. On pense à la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les États-Unis pour l'élaboration des vins, que ce soit le Chili, l'Argentine. Mais là, tout à coup, c'est
j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, que ce sont les vins les plus européens des pays du Nouveau Monde, les vins de l'Okanagan. Est-ce que c'est juste ou j'erre? C'est pas la première fois que j'entends ce commentaire, et en fait, c'est vrai. En fait, on a un pied en Europe et on a un pied dans l'Okanagan. Donc on va pas reproduire ce qu'il y a en Europe, parce qu'on a notre terroir, on a notre climat, mais on s'en inspire fortement, et on arrive à faire des produits en dégustation à l'aveugle en France, en Italie. On arrive à déguster les produits et à dire mais... Confondre les gens. Exactement. Voilà. Vous avez goûté? Oui, très bon. Oui, JC? Excellent. Excellent? Ouais. Oui, Joël? Les vins qu'on a dans mes restaurants aussi. Bien, évidemment. Ouais. Évidemment. Ça s'appelle le vignoble du Vieux Pin. C'est toute petite production parce que si on compare le vignoble complet de l'Okanagan à des vignobles en Europe, il n'y a pas de comparaison, en volume, Non, je parle. Non, on est tout très très petit. Le vignoble fait à peu près entre 10 à 11 000 acres de superficie totale. Ça pourrait être comparé à un très gros vignoble dans le sud de la France ou à Bordeaux. Donc c'est vraiment pour toute la vallée de l'Okanagan. Toute la vallée, là, Voilà. à un vignoble dans le sud de la France. Donc toute la vallée. Voilà. Donc Quand c'est même. vraiment, on a des petites productions. Nous, on fait à peu près, on parle en caisse. Nous, on fait à peu près 6 000 caisses au Vieux Pin. Et Donc voilà, vous vous rendez compte. c'est vraiment tout petit. Merveilleux. Sévérine Pinte du vignoble Le Vieux Pin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et vous venez ici pour vous déguster ces vins parce qu'il y a très peu d'exportation, évidemment. C'est tellement petit, sauf que de beaux produits. Une fierté de la Colombie-Britannique. Et parlant de fierté, j'ai envie de dire qu'il y a une fierté de la cohabitation, du vivre ensemble ici à Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est cette immigration incroyable. Raymond Lins, toi, tu es né à quel endroit? Moi, je suis né au Vietnam. Vietnam, Oui. de parents chinois? Oui. Chinois. Et puis, on va parler un peu de cette présence asiatique incroyable à Vancouver, dans la grande région de Vancouver, à travers un marché. Et probablement que ce marché dit très bien et clairement que Vancouver est la capitale asiatique de l'Amérique du Nord. Chanceux je suis parce que pour me promener dans ce marché de Richmond, là, j'ai un citoyen de Vancouver, Raymond Lins, qui est avec moi. Tu connais ça comme le fond de ta poche? Presque. Parce qu'à chaque année, ça change. Ça bouge! Oui, tout à fait. On a un peu de tout. Bon, ce soir, on va découvrir. Bon, on fonce. En aventure. Allez. Par là? Par là. Par là. Okay. Raymond, il y a plus d'une centaine de kiosques. Quel est le premier arrêt? On va arrêter dans un endroit où je pense qu'il y a une fusion de l'Asie, mais aussi de Moyen-Orient. C'est pas de la fusion, là, c'est de la confusion, là. Tout à fait, c'est un peu de ça, Ben là, évidemment, on n'est pas en Asie avec le shawarma, là. Mais le tepan, oui. Tepan, oui. OK, d'accord. On va commencer par celui-là, au milieu, parce que c'est le plus loin de l'Asie de l'Est. D'accord. Au Moyen-Orient. Ça va être compliqué, ce voyage, à travers les 100 quelques kiosques. Le tomate. De l'algue. C'est comme une noblette. Du chou. Oui. Et le kimchi. Le kimchi. Allez, bon courage. Non, avec plaisir. Vive la confusion. On poursuit. Yay! Alors, c'est comme une plaque à crêpes, mais réfrigérée. Il rajoute des fruits, il rajoute des sirops. Et une fois que c'est bien gelé, ils vont prendre le grattoir. Ils vont pouvoir faire des rouleaux. 50% de la population, au moins, est asiatique. Oui. Est-ce que ces communautés-là se rencontrent ou ce sont des vases clos? Mais ça dépend, parce que ici, c'est une des seules occasions qu'on peut avoir un rassemblement de tous les Asiatiques. Ah oui. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand on pense aux classes de société, ici, c'est populaire. Et la preuve, il y a un chef qui est au Fairmont Waterfront, un grand chef. Oui. Chef James. Allez. C'est délicieux. Wow. Stinky tofu. Ah. Il est vraiment puant. C'est puant comme du roquefort. Comme du roquefort. Voilà. C'est pas agréable au départ. Non. Mais ça se mange très bien. OK, là, on change d'univers un peu.
En réalité, on est dans le même Là, univers. c'est au Japon. C'est ça. Ah, OK, bon voyage. Alors, qu'est-ce que c'est? Les takoyaki sont les boules grillées avec le pieuvre. Donc, c'est une pâte, Oui. pâte de riz. Une pâte de riz. Pâte de riz, on ajoute la pieuvre, Oui. maïs, De maïs. on voit. Bon, c'est de carotte, ça, ou du gingembre? Du gingembre. Ouais. Oui. Et du chou? Ah, du chou. Ah! Ah! Oh, il y a une tendreté. Regardez ça, c'est... Wow, il y a même un œuf d'écaille. Il y a un œuf de caille à l'intérieur. Regardez. Donc, il y a plein de surprises à l'intérieur. C'est comme lorsqu'arrive Pâques, les fameux Kinder Surprise. Mango, yeah, please. Oh, great. OK. On dépose les crevettes, la bonite, et tout à coup, tout s'écrase dans la plaquette. C'est fantastique. C'est fin. Mais c'est incroyable. On l'appelle la barbe de dragon. C'est la tire, mais elle le fait dans le sucre à poudre. D'une bouchée vraiment, là? Allez, bon courage. C'est du sucre. Faut pas éternuer. Je pense que je vais en apporter à la table dont n'est pas sorti de l'auberge. Pour que tout le monde déguste et que tout le monde se taise en même temps. Voilà! C'est de la barbe de dragon. Alors, allez-y. Comme ça, je vais être sûr que vous ne parlerez pas dans les prochaines secondes pour que je puisse aller rejoindre Daniel Vézina. Daniel Vézina, chef, quand tu es arrivé ici, tu dis c'est fantastique. Les produits de la mer, ce saumon, parce que le saumon sauvage, je pense que ça fait rêver tout le monde. Ça fait rêver et je pense que, tu sais, aujourd'hui, Francis, on parle beaucoup qu'on est en train de détruire notre planète un petit peu. On a difficulté avec notre planète, hein? Et pour la préserver, ben, il faut préserver nos écosystèmes. Et là, j'ai un bel exemple d'un écosystème. Je te parlais tout à l'heure des arbres. Oui. Comment les arbres sont géants en Colombie-Britannique. On les voit d'ailleurs sur ton chandail. C'est extraordinaire. C'est des arbres qui peuvent aller jusqu'à 20 étages, un édifice de 20 étages de haut. C'est absolument énorme. Et je me demandais comment ça, ici, sont gros de même, puis mettons, dans l'autre bout du pays, ils sont pas gros comme ça. Et il y a un chercheur, justement, de l'Université de Victoria qui aurait fait comme un lien entre les deux. Je vous parle de cet écosystème-là qui est assez spécial. Donc, vous savez, comme les saumons vivent en rivière. Oui. C'est ça, ils viennent frayer dans les rivières, ils retournent dans l'océan après, jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes, et un jour, ils vont revenir au point de départ pour mourir, venir frayer une dernière fois et mourir après. Et lorsqu'ils remontent les rivières, il y a quelqu'un, par exemple, qui veut se faire un snack. Outre les humains. Outre les humains. Quelqu'un qui veut se faire un snack, c'est les ours. Oui. Les ours. Oui. De là, mon chandail aujourd'hui. Donc, les ours vont les attraper un peu au vol, et ils les ramènent sur la terre. OK? Ils les mangent, mais ils laissent là les ossements des saumons. Okay? Et à travers aussi les excréments des ours, des prédateurs qui y a autour, il y a une espèce de mélange qui se fait. Il y a beaucoup d'azote là-dedans, et ce qui donnerait à peu près 80% de l'azote nécessaire pour qu'un arbre comme ça se développe. Ah! Alors, ils ont fait carrément un lien entre, justement, le saumon et les arbres. Et il y a un autre prédateur du saumon aussi. Quel est-il? C'est l'homme. Oui, évidemment. Hein, c'est l'homme. Alors, c'est important, justement, pour les pêcheurs de faire une pêche durable, c'est-à-dire de respecter les quotas et tout ça. Je pense que le respect installé, je ne me trompe pas, messieurs, tout le monde, cette pêche de saumon sauvage, qu'importe la variété, il y a le koho, il y a le king, il y a le saumon de socaille. Et le socaille, qu'on appelle le saumon rouge, qu'on a ici aujourd'hui. Bon. Mais si on fait attention, on va en avoir pour longtemps. Toujours. Ce saumon est très maigre. Oui. Et lorsqu'on fait cuire le saumon sauvage, si jamais vous en avez un à votre table, il est important de ne jamais trop cuire le saumon sauvage. Un saumon plus gras, un saumon d'élevage très peu gras, il peut cuire assez longtemps, puis le gras va faire que c'est pas trop gras. Mais là, tout à fait. Important. Et je dirais que le saumon de l'Atlantique pardonne plus un peu parce qu'il est plus gras. OK? Puis c'est beaucoup aussi dans l'autre coin du pays. C'est plus du saumon d'élevage aussi. Alors ici, on parle de saumon sauvage. Et justement, étant donné qu'il est très maigre, hein, c'est un saumon justement qui remonte les rivières, qui redescend dans l'océan. Tout ça, c'est un saumon qui bouge beaucoup. Donc,
Hein, quand on bouge beaucoup, on grossit pas trop. Okay? Alors, mais ce que je veux surtout vous montrer comme aujourd'hui, c'est la couleur de ce saumon-là. Oui. Donc, quand on l'appelle le saumon rouge, c'est parce que sa chair est C'est vraiment... incroyable parce qu'il y a la crevette vivante juste à côté. C'est tellement un portrait des produits de la mer ici, c'est fantastique. Et là, ce rouge. Je veux juste vous montrer la couleur d'un filet. On va voir, là. Ah non, c'est ça. Absolument. Et là, Ça vaut la peine de prendre le temps de le voir se triturer, mais regardez cette couleur magnifique. Quand on regarde ça, les gars, est-ce que c'est la routine de voir un saumon socaille comme ça? Oui, mais c'est tout le temps impressionnant. Moi, je trouve. Toujours, hein? Toujours impressionnant. Ouais. Toujours impressionnant. toujours impressionnant, Francis. Regardez. Et regarde la couleur. Regardez. Je vais vous faire, justement, moi je pense que le mieux avec ce saumon-là, c'est de faire des sashimi. Ouais, Hein, c'est clairement. de faire du tartare, les gars. Moi, j'aime le socaille cru seulement. Ouais. C'est comme ça qu'il est parfait. Je ne le mettrai jamais dans une poêle. Elle va quasiment au travers. Une très, très belle couleur. Et Francis, je voulais te faire un petit plaisir parce que je sais que tu adores quelque chose. Bon. J'ai apporté quelque chose pour toi. Je peux vous parler aussi des îles du Pacifique. On n'aura pas le temps, mais les îles du Pacifique sont très différentes des îles de l'Atlantique. Bon, voilà. Donc, coquillage fétiche, OK. qui est la palourde royale. Bon, sachez que la palourde royale, si vous êtes curieux, partout sur la planète, vous irez voir Francis Redé, moi l'animateur, et la palourde royale, vous allez comprendre. J'ai compris comment ça se travaille, triture, et surtout que c'est un mollusque excessivement important ici, en Colombie-Britannique, qui vient d'ici, et ça peut vivre jusqu'à 100 ans. C'est difficile à pêcher et c'est très rentable pour les pêcheurs. Il y a très peu de permis, mais la palourde royale est un... C'est différent. Tiens, c'est différent. Non, mais c'est vraiment très, très, Oui. c'est vraiment très bon. C'est très On la bon. sert ici beaucoup en sashimi, Ouais. c'est-à-dire tranché très, très mince. Voilà. Et, Et c'est sucré. c'est Très bon. Merci, très bon. Daniel Vizina. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, continue de travailler. Oui, voilà. je fais un petit Continue, tartare. continue, c'est ça. Peut-on vivre et se nourrir entièrement de produits canadiens? Il y a un animateur qui s'appelle Frédéric Chouanière qui vient d'apparaître comme par magie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qui a une nouvelle émission sur la chaîne unique, qui est une chaîne sœur de TV5. Et Frédéric, tu as essayé pendant 1 an de vivre avec des produits canadiens sans rien manger d'autre, là. Sans rien Parce manger que c'est d'autre. pas juste manger. Non, donc tout dans ma vie, Ouais. ma vie matérielle a recommencé à zéro et tout dans ma vie, les vêtements, les meubles, les appareils, les amis aussi, tout devait être fait au Canada et ça incluait évidemment l'alimentation. Cette série est en ondes déjà maintenant. Oui, C'est sur 4 Uni semaines TV. pour les 4 saisons. Et donc, c'est diffusé très bientôt. Tu vas nous parler dans la prochaine émission aussi de produits d'ici, essentiellement, la Colombie-Britannique. Oui, donc l'épisode qui s'en vient traite de l'hiver, une saison qui a été tout un défi dans ce grand défi Made in Canada, y compris au niveau de l'alimentation, évidemment. On est venu faire un tour à Vancouver et je dois dire que si j'avais fait mon expérience sur Salt Spring Island, par exemple, ça aurait très, très bien été. J'aurais pu manger plein de choses, des kiwis, des figues et tout ça, mais je le faisais à Toronto et bon, il y avait moins de choses, il y avait moins de produits frais, disons. Huile d'olive, ça a disparu de mon alimentation. Cependant, j'ai entendu dire qu'à Salt Spring Island, justement, on a pour la toute première fois une huile d'olive 100% canadienne. Eh bien, Et on je fait me seulement permets- 35 litres. Je me Donc, permets de vous montrer, C'est justement, regardez ça, les amis. Regardez, partout sur la planète, pouviez-vous imaginer qu'un jour, il y aurait de l'huile d'olive élaborée d'olivier du Canada? Eh bien, ça y est, celle-ci, c'est sur Salt Spring, à l'île de Salt Spring, l'olive, The Olive Farm. Ça fait depuis 2000 qu'ils élaborent, qu'ils ont fait pousser les oliviers, et ce sont les premiers résultats. Je pense que je vais pouvoir... il n'y en a eu que 35 litres cette année, Francis. Donc, C'est c'est très ça. chanceux d'avoir trouvé C'est une ça, vous êtes bouteille. chanceux. C'est la rare. Ah, regardez ça, c'est une huile. Ça manque que le Regardez café. la couleur. Ouais. Ben, effectivement, le café, c'est Frédéric, un autre tu as jamais exemple. goûté? À toi l'honneur, Ah, mon ben cher, là, étant donné que merci. tu as vécu Merci beaucoup. justement Made in Canada partout. C'est vraiment Première la fois. première impression. Oh, oui. délicieux. Délicieux. C'est un monde. Alors ça, c'est défi. Toi, tu l'as vécu. Ça, Qu'est-ce pas de que t'as café trouvé non le plus. plus... C'est ça. Pas de café plus difficile? Ben, en fait, l'alimentation est devenue mon défi le plus permanent, en ce sens qu'on mange à tous les jours, on mange 3 fois par jour, donc je suis devenu vraiment fatigant dans les restaurants parce que je posais 56 000 questions pour savoir d'où viennent les ingrédients qu'on mange. Aller à l'épicerie, c'était compliqué, donc l'alimentation est vraiment devenue, si je peux dire, l'épine dorsale de mon défi.
Je n'ai pas pris de café pendant 1 an. Pour moi, ça en est devenu une obsession. À la fin, j'ai pris comme 4 cafés la première journée où j'ai terminé mon défi. Donc, l'alimentation est vraiment revenue. Et dans l'épisode qu'on voit, il y a également le temps des fêtes. Donc, je suis allé voir le chef Louis Charret, qui est chef cuisinier chez le gouverneur général à Rideau Hall, à Ottawa. Et son métier, c'est de mettre en valeur les aliments qu'on fait pousser partout au pays. Donc, lui m'a aidé à faire un menu des fêtes, m'a appris à faire une moutarde à partir de zéro, mais à partir d'ingrédients qui sont tous canadiens. Et on est venu également ici à Vancouver. J'ai goûté ce riz. Et le saké. En fait, bon, le saké, oui, ça allait, mais l'alcool, le fait au Canada, il y en a quand même plein. Mais du riz blanc qu'on fait pousser ici, ça avait disparu de ma diète. Donc, je suis reparti de Artisan Sake Maker avec du riz et non avec du saké. Alors, Frédéric Chouanière, c'est une série à voir parce que c'est un grand défi. On pensait que c'était un grand défi, mais finalement, ça se fait. Manger, oui, mais c'est très difficile en fait. Et j'aborderais aussi toute la question de l'étiquetage comme consommateur. Quand on va à l'épicerie, produit fait au Canada, produit au Canada, tout ça, c'est une situation... C'est souvent énigmatique. Oui, faites le test quand vous faites votre marché, allez voir. Donc voilà, c'est toute cette grande aventure. Ma vie made in Canada. Je trouve que c'est une belle expérience. C'était un grand défi. J'ai rencontré des gens merveilleux. Je te donne ce qu'on appelle un candy de morue. De morue charbonnière. Morue charbonnière, tiens. C'est des bonbons de poisson fantastiques ici. Merci beaucoup. À vous tous, merci infiniment. Dans quelques instants, après les informations, on s'en va à Paris, mais tout de suite, je rejoins Patrick Simonin. Bonjour, Patrick Simonin. Vous savez, ici, on est repu, on a bien mangé, alors on sera tout oui pour vous écouter. De quoi allez-vous nous parler de Paris aujourd'hui? Ben oui, Francis, vous nous avez mis vraiment en appétit. Moi, je vous retrouve à Paris dans quelques minutes. Vous voyez, je suis encore au maquillage. Je vais me changer. Je vais monter au dernier étage ici à l'avenue de Wagram de Paris pour retrouver mes invités avec une vue splendide sur Paris. Des invités, on va parler culture, on va parler livres, on va parler francophonie. Ça va être extraordinaire. Il y aura même une partie musicale. Je vous laisse la surprise.